me représenter, donc je m'appelle Loan Caranté, je suis donc sur la partie ingénieur d'affaires en IT. Donc William, je peux aussi te laisser te représenter si tu le souhaites. Oui, rapidement, donc je m'appelle William Ducret, je suis chef de projet en horlogerie, ingénieur de formation. Et moi, je vais m'occuper de la deuxième partie, donc plus une présentation technique de l'horlogerie un peu générale. Vous allez voir. Exactement, donc la première partie, je vais m'en occuper, on va tenter de définir l'horlogerie. Ensuite, on verra une frise chronologique de l'horlogerie, d'où on est parti jusqu'à nos jours, en passant par la crise du quartz. On verra aussi pourquoi autant d'engouement sur l'horlogerie, pourquoi via quelques explications, donc les montres qui sont témoins d'aventure et faites pour toutes les épreuves. On est ici en Suisse une terre d'horlogerie, donc on va vous expliquer pourquoi et quel est le Swiss Made, aussi avec quelques autres mentions honorables de l'horlogerie, d'autres pays qui sont un grand acteur de ce marché. Et je finirai par les chiffres du marché, et comme vous l'a dit William, il vous présentera ce qui se cache derrière une montre mécanique, mais aussi d'autres types de montres. Donc pour commencer, on va tenter de définir l'horlogerie. Donc la définition qu'on peut retrouver dans le dictionnaire, c'est que l'horlogerie est l'industrie et les commerces des instruments destinés à la mesure du temps. Et la définition qui nous va plus nous plaire en tant que passionnés d'horlogerie, c'est que l'horlogerie, c'est l'art et la science de mesurer le temps, donc souvent à l'aide de dispositifs mécaniques complexes et qui englobe à la fois une précision technique et esthétique. Donc avec cette définition, on va voir qui est plus globale, plus complète et qui va pouvoir nous amener à nous poser la question de pourquoi on aime l'horlogerie via des dispositifs techniques et artistiques. Donc commençons par le commencement, la chronologie. Au tout début, l'homme mesurait l'heure, ou en tout cas estimait l'heure grâce à la position du soleil, jusqu'à l'arrivée du gnomon en 3300 avant Jésus-Christ. Donc le gnomon, comme vous pouvez le voir, c'est une pierre graduée avec une tige au centre qui permet, grâce à la position du soleil, d'estimer, donc c'est pas de donner l'heure exacte, mais d'estimer l'heure qu'il était. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour avoir les premières innovations en horlogerie. Et spoiler alerte, donc depuis le XVIIe siècle, on a cessé de réduire la taille des dispositifs pour arriver à la montre bracelet qu'on connaît depuis le XIXe siècle, en passant par la célèbre montre à gousset qui se mettait dans la poche au XVIIIe siècle. Et pour commencer sur une grande date aussi de l'horlogerie, c'est l'arrivée en 67, grâce à Seiko, de la montre à quartz, qui a engendré une des premières crises majeures de l'horlogerie. C'est ce qu'on a appelé la crise du quartz. Donc c'est arrivé dans les années 70, la sortie en 67 de la Seiko Astron, qui a engendré cette crise. Pourquoi cette crise? Parce que les montres mécaniques étaient des montres plus longues à faire, avec des processus plus longs. Et la montre à quartz est arrivée avec plus de précision. William vous présentera après les degrés de précision des différentes montres, mais les montres à quartz sont plus précises, plus abordables, puisqu'elles peuvent être produites de manière industrielle à grandes échelles, et donc voilà, plus facile à produire. Les impacts sur l'industrie horlogère, notamment en Suisse, ont été désastreux. On est passé dans les années 70 de plus de 1600 horlogers en 83 à peu près 600 horlogers. Donc ça a été un vrai moment de flottement dans l'industrie. En Suisse, on se demandait si l'horlogerie traditionnelle allait survivre et voir comment on allait se réadapter. Donc les adaptations ont été les suivantes. On s'est orienté en Suisse vers le haut de gamme, voire très haut de gamme. Le marché suisse, depuis, est bien reparti à la hausse, mais on peut noter que le marché français, depuis, est en difficulté, est toujours en difficulté. Pourtant, la France est un pays de tradition horlogère également, mais qui a eu du mal à se remettre de cette crise. La passion des montres. Donc voilà, la grande question du jour, c'est pourquoi on aime les montres. Donc j'ai trouvé 4 éléments de réponse à cette question. La première, c'est que les montres, c'est un objet d'héritage et de tradition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut... Et ça se fait souvent léguer des montres à ses enfants, petits-enfants, ou les offrir lors d'occasion. Parce que quand on achète une montre, c'est bien de savoir qu'on achète l'éternité, une montre de bonne facture, qui ne veut pas dire spécialement cher, mais révisée tous les 5 ou 10 ans pourra vous accompagner tout au long de votre vie et celle de vos descendants. Donc c'est bien quand on fait un achat de savoir que l'obsolescence programmée n'est pas au programme dans l'horlogerie, et c'est un objet qui va vous accompagner toute votre vie et qui est sur votre poignet. De tradition également, traditionnellement, on offrait pour les premières communions une montre. C'est aussi un objet d'expression artistique. Là, vous avez comme exemple une photo des montres de Maximilian Busser, qui a sauvé aussi des montres de marque horlogère, je pense à Harry Winston. Et ça a été un monument de l'horlogerie suisse qui a créé sa propre marque et qui a implémenté sa vision artistique de l'horlogerie.
Et en dernier lieu, c'est aussi financièrement intéressant, c'est qu'il y a peu de passions qui peuvent se vanter de ne pas faire perdre d'argent. On peut même en gagner, mais c'est que le sujet de la discussion aujourd'hui, c'est pas de la spéculation, mais on peut facilement, si on achète correctement ses montres, ne pas perdre d'argent. Et c'est aussi intéressant d'avoir une passion qui est intéressante à ce niveau-là. Et pour moi, la plus grande raison de cette passion pour les montres, c'est qu'elles sont témoins d'émotions. Je peux citer Mike Horn qui disait que face à toutes ces aventures, il faisait extrêmement froid, des températures extrêmement basses. La seule chose qui fonctionnait encore sur lui, c'était sa montre. Tous les objets électroniques l'avaient lâché et puis sa montre était encore fonctionnelle. On peut aussi noter sur l'émission Apollo, l'Omega Speedmaster en 69, qui était la première montre à aller sur la Lune. Et en septembre, excusez-moi, le 13 avril, sur la mission Apollo 13, qui était censée amener un équipage de 3 personnes sur la Lune, qui s'est transformé en mission catastrophe suite à des dysfonctionnements de leur vaisseau, où ils ont dû couper l'électricité. Et pour refaire une manœuvre de mise en poussée pour se remettre sur l'axe de la Terre, sur le retour de la mission, ils ont dû, pour faire des gains d'énergie, couper toute l'électricité sur le vaisseau. Et le seul moyen de pouvoir calculer avec précision le temps de la mise en poussée, c'était l'Omega Speedmaster. Donc, si on possède une Speedmaster, on peut se dire qu'on a une montre qui a sauvé un équipage de la NASA. On a aussi un sujet qui me touche en tant que fan de James Bond. James Bond qui a commencé à porter une Rolex, c'est écrit dans les livres de Ian Fleming. Maintenant, c'est Omega qui a repris les droits. Mais c'est des marques qui ont pu se mettre au poignet du plus célèbre agent secret et qui sont aussi disponibles à la vente. On peut aussi se vanter d'avoir des marques qui ont fait des records de profondeur, d'attitude et beaucoup d'autres records. Donc c'est un objet d'émotion. Quand on regarde son poignet, on peut aussi avoir un bout d'histoire ou un bout d'émotion. On a des montres pour toute épreuve. Là, j'ai mis 4 exemples, mais il y en a beaucoup plus. Donc, à savoir que les montres de base avaient toutes un but précis. Par exemple, la montre de plongée qui avait pour but de mesurer le temps de plongée avec une lunette unidirectionnelle qui permettait de connaître sa réserve d'oxygène. La montre GMT, donc vous voyez au milieu la Rolex Pepsi. La montre GMT qui permet d'avoir tout simplement 2 fuseaux horaires grâce à 4 aiguilles. La montre chronographe qui a été conçue pour chronométrer dans des laps de temps précis une vitesse ou un temps. Et la dress watch qui a été aussi conçue à l'origine pour être sous un costume sur des moments plus élégants. Et il est bien de rappeler que maintenant, on a tous des usages détournés des montres puisque pour plonger, on a des ordinateurs de plongée et pour les fuseaux horaires, on a nos téléphones portables. Mais c'est vrai qu'elles ont été de base conçues pour ça. Le Swiss Made et les autres. Donc c'est vrai que le Swiss Made est très reconnu en horlogerie. Donc on va se poser la question de pourquoi elle est reconnue, pourquoi le Swiss Made est arrivé en force en Suisse. À l'origine, ce sont les Huguenots, donc les protestants qui ont été chassés de pays catholiques, qui sont arrivés à Genève en 1550 et qui sont arrivés avec leur savoir-faire horloger. Donc ils ont mis en place une division du travail dès 1660 avec l'intégration des femmes dans le processus d'industrialisation, ce qui était une force supplémentaire. Et ensuite, on a eu l'expansion de l'horlogerie genevoise à la fin du XVIIe pour aller à plus grande échelle à la fin du XVIIIe, donc pour s'étendre dans tous les cantons suisses. Le Swiss Made, donc qu'est-ce que le Swiss Made? Le Swiss Made, ça, il faut que ça réponde à un cahier des charges de 5 points précisément. Donc ça, c'est dans les grandes lignes, bien sûr. Le développement technique doit être effectué en Suisse, donc toute la réflexion autour de la montre doit être effectuée dans les bureaux en Suisse. Le mouvement doit être également suisse et réfléchi en Suisse, parce que William vous en parlera par la suite, mais les montres et le mouvement ne sont pas forcément faits par la même société. Le mouvement doit être emboîté également en Suisse, parce qu'il y a plusieurs pièces qui composent un mouvement, et William vous en parlera très bien après. Le contrôle final de la montre, donc les contrôles d'étanchéité, des certifications, doit être effectué en Suisse. Et au moins 60% du coût de revient doit être généré en Suisse. Donc, c'est pas 60% de la production, c'est 60% du coût de la montre qui doit être fait en Suisse. On a aussi quelques autres pays à forte culture horlogère, notamment le Japon, qui est réputé pour sa fiabilité et sa performance. Le Japon qui a aussi, avec Omega, chronométré les Jeux Olympiques et d'autres disciplines sportives. Citizen, qui est aussi une mention honorable, des marques qui produisent des montres plus abordables, mais aussi manufacture et très précise.
On a l'Allemagne qui est connue pour la qualité de sa production, avec Langer Son, par exemple, qui fait des montres remarquables avec des mouvements précis et manufacturés. On a Nomos, une nouvelle marque qui est une mention également honorable de l'horlogerie, qui est arrivée récemment avec des montres d'une qualité de production remarquable. Et la France, pour finir, même s'il y a d'autres pays qui auraient pu être cités, mais c'est les trois autres principaux, qui est connu pour son élégance et sa tradition. C'est vrai que des maisons comme Cartier, qui sont réputées avec la Cartier Santos ou d'autres montres très connues, qui ont été mis au poignet de gens très connus également. Et LIP, vous voyez, par exemple, j'ai mis cet exemple puisqu'il est sentimental pour moi. C'est quand j'ai quitté la maison familiale lors de mes 18 ans, c'est mon père qui m'a donné une LIP. Donc, vous voyez, on rejoint ce côté héritage et tradition. Pour finir, on va voir le marché en chiffres. Donc, j'ai trouvé ces chiffres sur le site de la Fédération horlogère suisse, la FHS, qui a publié les chiffres pour l'instant que de 2022. Donc, j'ai pas pu trouver ceux de 2023 pour le moment, qui vont pas tarder à sortir. Donc, les montres Swiss Made ont fait un chiffre d'affaires de près de 24 milliards de francs en 2022. C'est 11% de plus qu'en 2021. Donc, vous voyez, pour un secteur traditionnel, c'est une très belle expansion. Le Japon à côté, qui a fait un chiffre d'affaires de 4,5 milliards, donc sur des montres à des prix totalement différents. Donc, j'ai mis ma source aussi, le temps .ch, puisque ça a été des chiffres qui ont été très complexes à trouver. Pour vous donner l'équivalent sur 2022, pour rester sur la même échelle que mes autres chiffres, les montres connectées ont représenté à peu près 38 milliards de francs sur 2022, et l'estimation pour 2023 serait de 42 millions de francs, 42 milliards de francs, excusez-moi. Et pour vous donner un ordre d'idée de chiffres, les Apple Watch se sont vendus à plus de 29 millions d'exemplaires l'année dernière. 3%, donc c'est aussi un chiffre intéressant, c'est le nombre de la part de marché des montres de 300 à 500 francs. C'est un chiffre qui moi-même m'a surpris. Je pensais que ça occupait plus de part de marché que ça. Et on peut voir sur les graphiques d'après que les montres entre 200 et 500 francs sont en perte d'intérêt. Ce sont des montres qui sont de moins en moins achetées en valeur et en pièces. Mais au contraire, les montres de moins de 200 francs sont en regain d'intérêt, ce qui veut dire que les jeunes aussi s'intéressent de plus en plus à l'horlogerie. Je vais pouvoir citer Jean-Claude Biver sur cette fois, puisque Jean-Claude Biver est la personne qui a relancé Omega, Blancpain notamment, et qui a travaillé chez Audemars Piguet, et qui disait que toutes les grandes sociétés d'horlogerie suisse devraient reverser 1 franc à chaque montre vendue au groupe Swatch, puisque c'est Swatch qui met au poignet des jeunes des montres, et c'est ces mêmes jeunes qui plus tard iront certainement s'acheter des montres à plus grande valeur. Et c'est aussi une phrase intéressante. Et contrairement aussi aux attentes, les montres donc dites plus chères, de 500 à 3000 francs et à plus de 3000 francs sont aussi en regain d'intérêt, qui ont grimpé en chiffre d'affaires. Et la dernière stat intéressante sur les montres par gamme de prix, on peut voir que le nombre de valeurs de pièces a augmenté très peu, de 0,3%, pourtant en valeur de 11%, donc ce qui peut donner aussi une idée de l'évolution du prix des montres. Les principaux marchés également, donc on a en tête de liste la Chine. On voit sur le graphique que c'est les États-Unis, mais si on met Hong Kong avec la Chine, ça surpasse de loin les États-Unis, qui arrivent eux en deuxième position. Le Japon, qui également sont quasiment équivalents avec le Royaume-Uni en termes d'achat de montres en millions de francs. Parlons un petit peu de marques et de leur chiffre d'affaires. On peut voir que Rolex a un monopole 3 fois quasiment devant Cartier et Omega, qui occupent la deuxième et troisième place, avec plus de 8 milliards de chiffre d'affaires réalisés sur 2022 pour Rolex, qui devance, donc, comme je vous l'ai dit, Cartier et Omega, qui sont à peu près équivalents sur les deux autres places du podium. Autre fait intéressant, c'est Longines, qui est sur des valeurs à peu près équivalentes entre deux géants comme Philippe Patek et Audemars Piguet, sur des montres complètement différentes au niveau de la gamme de prix et de la gamme de qualité. On a aussi Richard Mille, qui vend des montres à plus d'1 million de francs, donc qui arrive aussi à se retrouver sur des chiffres d'affaires très intéressants. Et Tissot également, qui est très reconnu, notamment ici en Europe, pour vendre des montres de très bonne qualité, de très bonne facture, Swiss Made, à des prix abordables, qui est aussi sur ce classement des top 10. Et pour finir ce classement du top 10, on a IWC et Tag Heuer, qui sont aussi de bons vendeurs de montres. William, je te laisse amorcer sur la seconde partie. Voilà, super. Donc c'est à moi de reprendre la partie technique.
Alors, mon but, c'est pas de parler très techniquement du fonctionnement d'une montre, de vous expliquer comment un échappement coaxial fonctionne et puis de calculer des couples, mais je vais vous donner une idée globale de comment différencier les montres et de savoir comment fonctionne une montre mécanique, une montre à quartz, et puis de quels sont un peu les intérêts techniques qu'on peut retrouver là-dedans. Premièrement, on va citer quelques éléments. Donc il faut comprendre, il faut bien voir qu'une montre, c'est bien sûr l'assemblage de plusieurs éléments séparés, avec au cœur le mouvement, qui va faire office de moteur en quelque sorte. C'est ce qui va entraîner les aiguilles ou afficher l'heure. On retrouve plusieurs éléments, comme la carrure, l'extérieur, l'habillage, la glace, par exemple typiquement saphir, le bracelet, cadran, aiguille. Donc il faut voir ça comme plusieurs éléments qui demandent des compétences différentes et un vrai savoir-faire différent. Et c'est pour ça que des marques ou des manufactures ont parfois de la peine, ou c'est disons difficile, de maîtriser tous ces aspects, de fabriquer une montre de A à Z, tous ces éléments. Donc souvent, on fait appel, les marques font appel à des fournisseurs ou à des sous-traitants qui vont se spécialiser dans certains aimants, et les marques font le rôle d'intégrateur et de revendeur. Il y a quelques exceptions. On peut bien sûr penser au Swatch Group qui, dans sa philosophie, est un groupe qui veut maîtriser chacune de ses compétences, donc possède plusieurs entreprises spécialisées dans toutes ces compétences, et le Swatch Group en eux-mêmes sont capables de fabriquer tous ces éléments et de proposer qu'en interne des éléments qui viennent de chez eux. Il y a aussi d'autres géants comme Rolex ou Patek Philippe qui maîtrisent une bonne partie du mouvement qu'ils peuvent fabriquer eux-mêmes, mais beaucoup d'autres marques doivent faire des compromis, trouver des sous-traitants. Quand on parle de montres, on peut parler de plusieurs types de montres. Donc, on pourrait par exemple séparer en 4 catégories principales les montres, avec bien sûr la première catégorie qui serait la catégorie des montres mécaniques. Une montre mécanique, donc elle fonctionne qu'avec de l'énergie mécanique, donc c'est un ressort qui est remonté, qui est rechargé, et mécaniquement tout un système d'engrenage va bouger les aiguilles. Les montres à quartz, là, on a besoin d'électricité. Donc souvent, c'est des montres qui fonctionnent avec une pile, avec un quartz qui joue le rôle d'oscillateur et qui permet aussi d'afficher l'heure. Les smartwatches ou les montres connectées, c'est les dernières nouveautés, enfin les dernières montres qui arrivent, qui sont en plein essor. Donc là, on a des montres toujours électroniques, mais souvent avec des affichages, des écrans. On n'a plus d'affichage à aiguille, on a un écran et une conception au final qui se rapproche de ce qu'on retrouve avec des smartphones, avec des ordinateurs portables. Et puis en dernier, c'est une catégorie peut-être qui est un peu moins connue, mais qu'on peut appeler une catégorie hybride. Donc c'est des montres qui vont combiner des caractéristiques mécaniques et électroniques. Dans cet exemple, on peut voir par exemple une Tissot T-Touch, qui est connue pour ça. Donc on voit un affichage avec des aiguilles, donc il y a un mouvement, il y a des engrenages et des aiguilles mécaniquement qui bougent. Mais on a aussi un affichage. Donc en dessous, on voit un petit écran avec un affichage qui est reconnecté à notre téléphone et on peut avoir des notifications et autres. Il y a une communication sans fil et d'autres fonctionnalités électroniques. Si on commence par les mouvements mécaniques. Donc quand on regarde, là il y a plusieurs exemples de mouvements mécaniques, on peut déjà voir au premier aspect que c'est des mouvements particuliers qui ressemblent presque à des bijoux, qui ont beaucoup d'attention qui sont portés. Donc c'est un peu le but, c'est que vu que c'est que des éléments mécaniques, on peut s'amuser à essayer de faire des éléments très beaux, où on va faire des décors, des polissages, on va utiliser des matériaux nobles, en or, en platine, ou bien avec certains traitements. On va apporter, il y a un soin du détail, disons, qui est apporté, qui peut être poussé très très loin. Et c'est en fait en quelque sorte, ce qui fait la beauté d'un mouvement mécanique, ce que certaines personnes recherchent. Quand on regarde le fonctionnement un peu plus en détail, donc là il y a un schéma pour comprendre ça, l'élément central de l'énergie, ça provient du barillet. Donc on voit au centre le ressort barillet, donc c'est en fait de là que l'énergie est stockée. Donc quand on remonte la couronne de notre montre, par exemple manuellement qu'on tourne la couronne pour remonter sa montre, c'est en fait ce ressort qu'on va recharger, qu'on va tendre.
en se détendant, il va entraîner tout un système d'engrenage ou de rouage pour afficher l'heure. Ce qu'il nous faut aussi, ce qu'on retrouve de l'autre côté, c'est un système d'échappement. Donc, le système d'échappement, c'est ce qui permet de créer un avancement régulier de pas à pas des aiguilles. Donc, sans cet échappement, les aiguilles avanceraient juste follement, se déchargeraient et on n'arrivera à avoir aucune heure. Donc, ce qui est important dans cet échappement, c'est qu'il est composé d'un autre ressort, qui celui-ci s'appelle le ressort spirale, qui est connecté à un balancier. Et en fait, ce ressort spirale doit avoir une fréquence très maîtrisée pour osciller à une fréquence donnée, très précise. Et justement, en donnant cette oscillation, c'est grâce à l'échappement, le mécanisme qui va créer ce mouvement de pas à pas. Quand on regarde un mouvement à quartz, en fait, on a remplacé ce système d'échappement par du quartz. Donc c'est vraiment l'élément, un cristal de quartz qui est utilisé. Comme exemple, on retrouve des éléments qui pourraient faire penser à des mouvements mécaniques comme avant, mais on voit par exemple une bobine, un emplacement pour une pile, donc les éléments électroniques qui interviennent. On a un exemple de Casio aussi. Donc quand on parle de quartz, on peut autant parler de montres à quartz avec des aiguilles, donc des montres analogiques, ou de montres à quartz digitales. Le quartz, c'est simplement le concept d'utiliser une pile et un oscillateur à quartz. Après, l'affichage peut soit être toujours avec des aiguilles ou soit être digital. Dans le cas du digital, la conception s'approche plus d'un produit électronique. Et dans le cas d'aiguilles, la conception s'apparenterait à du mécanique, mais avec un petit peu d'électronique. Pour ce qui est du fonctionnement, on va, comme source d'énergie, retrouver notre pile. Donc, une pile, simplement, qui nous donne une autonomie de plusieurs années, et quand elle est vide, on la recharge. Tout en haut, on peut voir le quartz, donc c'est un boîtier avec à l'intérieur un réel morceau de cristal de quartz, qui a comme propriété physique de vibrer à une fréquence très précise, naturellement. Et ça nous arrange parce que si on la connecte à un circuit intégré, et qu'on la connecte à une bobine, à un moteur, on peut, grâce au circuit intégré, le programmer pour qu'il fasse des pas de moteur toutes les secondes, exactement grâce à la fréquence du quartz. Donc la bobine est en fait connectée à un moteur, à un rotor, et à chaque seconde, le circuit intégré va donner l'instruction de faire un demi-tour du rotor. Donc le rotor va avancer à chaque fois d'un demi-tour, chaque seconde. Et ça, c'est maîtrisé très précisément grâce au quartz. Et ensuite, ce moteur sera connecté à une suite de rouages, comme pour un mouvement mécanique, et pourra afficher l'heure. Pour ce qui est des montres connectées, là, on s'apparente vraiment à des produits très similaires à des téléphones portables ou à des ordinateurs. Donc on a une batterie, différents circuits intégrés, souvent un processeur et un écran d'affichage. Donc c'est des montres qui ont plusieurs fonctionnalités, souvent qui sont connectées à notre téléphone, qui ont la communication sans fil, qui ont différentes applications dessus. Je ne vais pas plus justement m'attarder sur leur conception, mais il faut les voir justement du point de vue d'un design, de conception, vraiment comme un produit électronique. L'apparence et la fonctionnalité est une montre, mais la conception est un produit électronique. C'est pour ça que c'est un monde qui est encore peu maîtrisé par l'horlogerie traditionnelle. Et inversement, Apple, par exemple, qui est la championne de l'Apple Watch, aura de la peine à faire des montres plus traditionnelles. Et la dernière catégorie, un peu spéciale, c'est les mouvements hybrides. On peut voir, par exemple, le mouvement de la grande Seiko qui a l'apparence d'une montre mécanique, mais qu'une fois qu'on regarde à l'intérieur, on voit de nouveau des éléments électroniques, donc une bobine ou un morceau de circuit électronique. C'est parce qu'on essaye de combiner, en fait, le design ou la conception est libre et permet de combiner un petit peu les aspects mécaniques et électroniques. J'ai pris ici comme exemple le modèle Spring Drive de Seiko. C'est un exemple parmi d'autres de montres hybrides. Il y a plusieurs designs ou idées qui pourraient exister. Ceci est juste une idée. Donc, on peut reconnaître en haut
la partie mécanique qu'on a vue avant, donc le ressort barillet pour stocker l'énergie, la série de rouages, et en bas, on reconnaît la partie quartz, donc avec l'oscillateur quartz, le circuit intégré et la bobine. C'est simplement que l'énergie provient du ressort barillet, mais la régulation se fait grâce au quartz et la bobine du moteur. Donc on essaie de combiner les meilleurs éléments des deux pour avoir la précision du quartz, mais l'élégance et l'affichage d'une montre mécanique. Tout ça se pose la question en fait de savoir tous ces développements, quel est le but derrière. Et au final, il faut se revenir un petit peu en arrière en regardant l'histoire pour voir en fait que tout le questionnement était au début en recherche de performance et de précision. Je vais prendre comme point de départ les chronomètres de marine qui étaient autour du XVIIIe siècle très développés. Donc c'était vraiment réellement des instruments de mesure qui étaient utilisés par les bateaux dans la marine pour connaître la position des bateaux très précisément. Parce que pour savoir sa position, il faut savoir en fait le temps qui s'est écoulé après son départ. Et bien entendu, plus on a une maîtrise du temps précise, plus on connaît sa position précisément, et plus on a un avantage autant financier que militaire, par exemple, sur les autres. Donc tout au long des siècles, il y a un accent qui a été mis très précis à augmenter la précision de nos instruments de mesure. On peut citer au cours du XXe siècle beaucoup d'innovations. Donc la chronométrie et les montres sont liées à beaucoup d'innovations et puis de prouesses. Des montres qui mesurent de plus en plus précisément, des montres qui sont étanches, qui vont sur l'Everest, qui vont dans l'espace, qui vont dans la fosse des Mariannes, donc l'endroit le plus profond du monde, qui vont à différents endroits, jusqu'à cette fameuse date de 67, de l'arrivée des montres à quartz, où là, c'est une révolution parce qu'on fait vraiment un pas, une avancée dans la précision atteignable par une montre, par un instrument de mesure. On peut citer comme date symbolique 1983, donc l'arrivée de la Swatch, un peu la démocratisation en quelque sorte des montres à quartz pour tout le monde, jusqu'en 2007, le lancement de l'iPhone, où on se dit au final, tout le monde a un smartphone avec une heure qui est synchronisée via Internet ou par GPS, qui sont souvent aussi synchronisées sur des horloges atomiques, avec des précisions qui sont plus que nécessaires. Donc, c'est ce genre de questions où on se demande, mais au final, quelles sont les nécessités, les innovations qui nous poussent jusqu'à là. Donc, pour pouvoir comprendre ça, il faut déjà comprendre comment on peut calculer la précision et comment on peut comparer les précisions des différents instruments de mesure. Le meilleur moyen et le plus simple, ce qui est utilisé en fait, c'est de prendre l'heure qu'il est à deux intervalles de temps précis et de comparer le décalage qu'on a sur un jour. Donc, si je regarde aujourd'hui l'heure, par exemple, à 3 heures pile, avec une référence, donc je regarde à 3 heures pile l'heure qu'il est sur ma montre, je vois qu'il est 3 heures, j'aligne les aiguilles, et le lendemain, à 24 heures pile plus tard, de nouveau autour de 3 heures, je regarde exactement sur ma montre quelle heure il est, en regardant ma référence, et là je vois que ma montre affiche 3 heures avec plus 5 secondes. Donc ma montre, j'en déduis qu'elle a 5 secondes de décalage, ou 5 secondes d'avance. C'est ce qu'on appelle la marche. Donc elle aura une marche de plus 5 secondes par jour. On parle toujours en jour. Donc on va chercher à réduire cet écart en fait de marche. Plus un instrument de mesure du temps est précis, plus sa marche est réduite, est proche de zéro. On peut citer d'autres caractéristiques comme la réserve de marche, son autonomie, il y a plusieurs choses techniques. On peut combiner des fonctions donc qu'on appelle complications, comme des calendriers, on peut faire des réveils, des phases de lune, etc. Mais la marche, c'est vraiment en quelque sorte la caractéristique centrale qui démontre de la précision d'un instrument. Je vais juste donner quelques mots sur les certifications. Donc, c'est en fait, les certifications, c'est en quelque sorte des labels ou des récompenses qu'on donne à des montres qui ont atteint une certaine précision. Donc, le plus connu, c'est le chronomètre. Là, il faut faire attention parce qu'on ne parle pas de chronographe. On ne parle pas de l'instrument pour mesurer un intervalle, on parle de chronomètre. Donc, un chronomètre, c'est une montre ou un instrument de mesure du temps qui a une précision suffisante pour s'appeler chronomètre. Donc sa marche doit être entre moins 4 et plus 6 secondes par jour.
Donc si vous avez une montre qui atteint cette précision, on va l'appeler un chronomètre. Après, on peut pousser plus loin en utilisant la dénomination Master Chronometer. Donc là, c'est des précisions entre 0 et 5 secondes par jour, plus une résistance au champ magnétique élevée. Ça, c'est une certification qui est plus connue du côté du monde Omega. Et puis le Superlative Certified, ça, c'est une certification qui est plus connue du côté de chez Rolex, qui impose une précision entre -2 et +2 secondes par jour. Donc, en fonction des performances de ces montres, on va retrouver ces certaines certifications. Le grand schéma, donc enfin avec des chiffres et des comparaisons pour voir de quoi on parle. Une montre mécanique standard, qui n'a pas subi d'ajustement spécial, qui est vraiment standard, on peut s'attendre à elle d'avoir une précision en général entre 30 et 10 secondes de marche par jour. C'est vraiment très standard. Quand on parle d'un chronomètre mécanique, là, on va commencer à descendre entre 5 et 2 secondes par jour. Donc là, on parle d'une bonne montre mécanique qui a été ajustée. Ensuite, à 1 seconde par jour de précision, là, on parle vraiment de très bons mouvements mécaniques, ou alors hybrides, par exemple, entre autres le spring drive. Donc là, c'est déjà des mouvements de montre qui ont vraiment des très bonnes performances. Par contre, quand on le compare à un mouvement quartz, par exemple un mouvement Précis Drive de chez ETA, là on parle plus de décalage de secondes par jour, mais par année. Donc là on passe à 10 secondes de précision par année. On voit que le ratio par jour est de 0,03 secondes de décalage. Et là on comprend l'impact qu'a eu l'arrivée des montres à quartz. C'est ça en fait qui a en quelque sorte déclenché la crise du quartz. C'est que tout d'un coup, les mouvements mécaniques sont devenus obsolètes. Mais c'est encore pire si on compare par rapport à des horloges atomiques ou des smartphones qui seraient connectés, qui seraient synchronisés par GPS ou par Internet à des horloges atomiques. On a des précisions qui sont juste ridicules. Avec, en secondes par année, j'ai même pas envie de compter les zéros, mais c'est bien plus que nécessaire pour tout le monde. Tout ça mène à la grande question, au final, à quoi servent toutes ces montres Pourquoi est-ce qu'on garde des montres mécaniques alors que les montres à quartz sont plus précises? Pourquoi les montres à quartz sont toujours appréciées alors que l'heure sur nos smartphones est très bien? Il faut comprendre que c'est simplement un basculement, comme ça a été évoqué, où avant les montres mécaniques répondaient vraiment à un besoin, avaient des fonctions propres pour le sport, le militaire ou d'autres activités. Alors que maintenant, il y a eu un basculement. Et ces besoins sont devenus en quelque sorte secondaires, et le besoin est plus esthétique ou plus dans l'émotionnel, justement. Et je vais essayer de vous le démontrer avec ces dernières quelques slides, en vous montrant quelques modèles de montres qui pour moi sont intéressantes et qui démontrent justement de l'intérêt qu'il y a dans l'horlogerie typiquement mécanique. Par exemple, là on peut voir 2 modèles de montres avec des complications et des fonctionnalités très poussées, qui serait difficile de faire justement sur des montres digitales ou électroniques. Donc, par exemple, chez Audemars Piguet, on a ce modèle qui combine plusieurs complications, donc un calendrier perpétuel avec différents affichages, autant le jour de la semaine que le jour en chiffres, que le mois, qui a une fonction de chronographe, qui a un tourbillon, une phase de lune. Donc tout ça, toujours, c'est mécanique dans une montre. On peut aussi s'amuser à changer de calendrier. Donc là, on a un calendrier chinois. On peut avoir des calendriers ou des inscriptions dans différentes langues, cultures, religions. Donc, il y a un aspect aussi artistique et culturel qui est lié souvent aux montres mécaniques, où on peut essayer d'afficher plusieurs choses, toujours en se mettant le défi de rester mécanique. Dans le côté plus artistique, on peut voir par exemple cette montre de Jacques Hédro. Donc là, il faut bien voir que le dragon est réellement sculpté en 3D. Donc il est sculpté et en plus il est animé, c'est-à-dire que les écailles, le bras, il y a différents éléments qui bougent. Donc il y a un bouton poussoir et quand on le presse, il y a une petite animation un petit peu comme un automate qui va se faire. Donc c'est la spécialité de Jacques Hédro, il y a aussi d'autres marques qui le font. Et là justement on essaye de nouveau de proposer réellement un objet d'art en fait, intégré dans une montre. Un mélange entre
art et maîtrise technique, on peut par exemple voir ces deux modèles de montres. Donc chez Corum, on voit que toute la partie mécanique, toute la partie d'affichage de l'art a été concentrée dans la partie centrale, dans cette sorte de pont, pour au final proposer une montre qui est très audacieuse et très intrigante, avec tout ce vide autour. Et chez MBF, par exemple, on a mis le balancier avec le ressort spirale en avant et à l'extérieur de la montre, alors que normalement, c'est un élément qui est plutôt à l'intérieur de la montre, qui est un peu caché, qui est pas, parce qu'elle doit être connectée aux différents rouages et qui est techniquement, c'est un petit peu difficile de le faire ressortir comme ça. Donc, pour des besoins un peu esthétiques, on a décidé de le mettre en avant et on a tout fait en sorte pour que mécaniquement ça suive derrière. Donc, parfois on peut s'imposer des contraintes comme ça. La montre mécanique, c'est pas qu'un aspect d'art, d'esthétisme, de luxe. Il ne faut pas penser à l'aspect industriel. Je cite ici cet exemple du système 51 qui a été développé en 2013 comme le premier mouvement mécanique automatisé à 100%, donc assemblé automatiquement à 100% sans opération manuelle. Il faut bien comprendre que c'est une prouesse pour un mouvement mécanique, d'autant plus qu'il est assemblé avec une seule vis. C'est le premier mouvement en ce genre, donc il faut voir que parfois on essaye de repousser les limites, non pas techniquement et en simplement augmentant le prix d'une montre, mais aussi en essayant de le réduire à son minimum et en poussant l'automatisation et l'industrialisation à son maximum. Et comme dernier exemple, j'aimerais juste vous parler de cette Zénith. Donc, toujours si on reprend l'aspect d'échappement mécanique, on peut se demander au final si l'échappement standard qui est utilisé dans la majorité des montres mécaniques ne peut pas être remplacé par un système plus intéressant ou plus précis. C'est ce que propose cette Zénith en utilisant un échappement à base de silicium. Donc c'est un élément silicium en une seule pièce qui est en fait un élément de guidage flexible comme une sorte de ressort qui va vibrer à 15 Hz, donc 4 fois plus qu'une fréquence standard de montre, et qui propose ensuite des précisions plus grandes et un système d'échappement complètement différent, basé sur un concept complètement différent. Sachant que le silicium est une matière amagnétique, donc ça enlève beaucoup de problèmes de stabilité dans la montre. Donc elle n'est plus du tout sujette au champ magnétique. Donc il y a de nouveau la science des matériaux est une discipline qui est beaucoup répandue dans l'horlogerie. Voilà, je terminerai sur cette slide en résumant que l'horlogerie, il y a une grande composante technique, une grande composante d'innovation et artistique aussi. Et c'est au final ça qui, je pense, plaît à beaucoup de gens, d'avoir ces objets qui sont beaux à regarder et à discuter.